Bonjour à tous, je vois qu'il y a déjà de nombreux connectés. Ça devrait vous permettre de régler vos haut-parleurs, voir si vous me recevez correctement. Bien. Donc, 11 heures, on va pouvoir démarrer tout doucement. Je vois qu'il y a encore pas mal de personnes inscrites qui se connectent. Donc, on va attendre encore une minute ou deux et je vais pouvoir démarrer ma présentation. Bien qu'on a validé le son tout à l'heure, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Bon, on a atteint quand même le quota de participants. Bien, on est à plus de 50% des inscrits, donc on va dire qu'officiellement, la session vient de commencer. Donc, je vais commencer tranquillement par la présentation de notre société et de ma personne, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je vois qu'il y a quand même pas mal d'inscrits que je connais et qui donc doivent me connaître aussi. Donc, je m'appelle Dominique Gate. Je fais partie donc de la société Notos ID Info. Nos deux sociétés ont fusionné il y a quelques jours, j'allais dire quelques semaines, puisque ça date de début janvier, avec une compétence commune qui est l'expertise autour des IBMI, avec un credo, c'est la modernisation. Bien sûr, modernisation pour passer de l'AS400 vers l'IBMI. Alors, la modernisation, pour nous, c'est la modernisation au sens large. Elle comprend bien sûr la modernisation des interfaces, mais aussi des logiciels, des matériels. On parle aussi de modernisation des architectures, des méthodes de travail. Et on parle aussi de modernisation des ressources humaines. Je vous rappelle qu'on a une formation qui commence le 2 février, une formation longue sur le développement de l'IBMI. Donc, tous les aspects du développement sont couverts. Donc, à partir du 2 février, formation qui aura lieu sur Paris. Bien, autre thème sur lesquels nous développons notre expertise, donc la partie sécurité, qui concerne bien le domaine que nous couvrons aujourd'hui. Et puis pour le côté interface, hein, on travaille beaucoup en PHP sur IBMI, notamment pour tout ce qui est web service aussi. Et nous développons des progiciels. Vous avez un certain nombre de progiciels de modernisation des IBMI, et notamment Addict, dont on va parler tout à l'heure à plusieurs reprises. Donc voilà pour le côté présentation de notre société, Notos ID Info. En ce qui me concerne, j'ai animé ma première formation, je le dis avec un soupir, ma première formation pour IBM, c'était sur la S400 à l'époque. Donc moi, j'ai le droit de parler d'AS400 puisque ça date de 1990. J'interviens souvent pour tout ce qui est sécurité, donc beaucoup d'audits, de formation, de mise en œuvre, notamment sur les technologies SSO dont on va reparler tout au long de ce webinaire. Et puis j'aime bien tout ce qui est développement un peu croustillant, développement un peu complexe, donc notamment le cœur d'Addict, bien sûr, a été développé par mes soins, mais on y reviendra. Je pense et j'espère que vous avez tous, bien sûr, mes ouvrages dans votre bibliothèque. Sinon, je vous déconnecte directement du webinaire.
Voilà pour la partie présentation. J'espère que tout le monde est inscrit maintenant. Oui, on a largement dépassé les 50%, qui est notre quota. Donc, je peux continuer. Le plan de la présentation, tout d'abord, je laisserai la parole à Philippe Bourgeois, qui va nous présenter les nouveautés de la V7R4 concernant la sécurité. Philippe Bourgeois, que je remercie d'ailleurs, hein, puisque c'est par son entremise et l'entremise d'IBM qu'on a pu monter ce webinaire. Donc, je lui laisserai la parole et je présenterai après une rapide introduction sur les liens entre l'Active Directory et l'IBMI. Je présenterai notre vision donc, de la sécurisation de l'IBMI à partir de l'Active Directory. Donc, je vais redonner le micro à Philippe ainsi que la présentation. Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler des nouveautés de la sécurité, enfin nouveautés sécurité concernant la 7.4. Dominique m'a donné que 10 minutes, ça va être un petit peu difficile, mais allez, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Petit rappel d'abord sur la roadmap. Hein, donc nous sommes en 7.4. Vous savez, IBM sort 2 technologies refresh, donc des évolutions 2 fois par an. Donc le TR1 donc de la 7.4 est sorti fin novembre, mi-novembre, et également donc la TR7 sur la 7.3. Hein, donc prochain technologie refresh, le TR2 et le TR8. Donc ce sera pour mi-avril. Voilà la 7.3. Donc bien sûr continue d'évoluer. La 7.2 n'évolue plus, la 7.1 n'est plus supportée et la 7.2 ne sera plus supportée à partir de l'année prochaine. Et à côté de ça, donc, IBM travaille sur les 2 versions qui vont suivre la 7.4, hein, donc Next et Next plus 1. Donc, il y a 2 versions dans la roadmap produits, ce qui nous amène à une roadmap support au moins jusqu'à 12 ans. Donc, on est rassuré, tranquille, au moins jusqu'à 2032, sachant que cette roadmap se déplace d'année en année à chaque fois qu'il y a une nouvelle version. Concernant donc les nouveautés, les principales nouveautés concernant la sécurité en 7.4, alors j'en ai indiqué 6 ici, mais en fait on va en voir que 3, mais rapidement, donc le support de TLS version 1.3, qui est la valeur par défaut, donc cryptage, communication sécurisée avec TLS version 1.3, donc qui est la valeur par défaut en IBMI 7.4. Hein, donc le TLS 1.1 et le TLS 1.0 ne sont pas actifs par défaut. Et puis, le SSL version 2.0 n'est pas admis. Donc, on est en TLS 1.3 de la version de TLS donc sur la 7.4. Le support de SMB3 donc, pour le voisinage réseau avec NetServer et puis QNTC. C'est la valeur par défaut là aussi en 7.4. Donc, ça propose plusieurs choses, hein, entre autres une augmentation des performances parce que la taille des blocs en lecture-écriture est passée à 512K. Et puis surtout, ce que ça permet, c'est d'avoir un dialogue crypté de bout en bout entre le client et le serveur. Voilà, donc c'est la valeur par défaut en 7.4. Les API NetServer ont été modifiées pour intégrer ce cryptage. Voilà, donc là aussi, on supporte les protocoles les plus récents. Et puis concernant donc DCM, hein, donc Digital Certificate Manager, donc la gestion des certificats de sécurité sur IBMI. Il y a eu donc 2 nouveautés. Donc, la première concernant les API. On a tout un ensemble d'API en fait qui permettent de gérer les certificats, donc d'affecter ou supprimer des certificats aux applications ou de récupérer quels sont les certificats sur certaines applications, de renouveler les certificats, de gérer les autorités de certificats. Voilà, donc un certain nombre de choses. Et justement concernant en fait ce DCM, eh bien il y a une nouvelle interface web. Alors, elle qui est disponible depuis le Technology Refresh 1 de la 7.4, c'est-à-dire il y a quelques semaines, voilà, donc, que je vais vous présenter juste après. Donc, les 3 dernières choses, donc la nouvelle interface web pour DCM, les collègues de droit par objet, les utilisateurs SSD, je vais en dire un petit peu plus long, en fait, dans les slides qui vont venir. Alors, nouvelle interface web pour DCM, ça date de quelques semaines. Un chouette boulot, je pense, qui a été fait là par IBM parce que l'interface a été quand même un peu vieillotte. Donc voilà comment ça se présente. Hein. Donc vous voyez,
le nom de son serveur sur le port 2001/DCM en majuscule. Et vous arrivez sur donc la mire de sign-in, profil mot de passe, et vous allez pouvoir donc arriver sur une interface web assez sympathique, pas mal d'avantages. Elle est responsive, donc vous pouvez mettre ça sur. Vous voyez d'ailleurs là, j'étais sur un écran un petit peu plus petit, donc sur un smartphone ou autre, ça. Donc la taille de l'écran s'adapte en fait en fonction de votre navigateur. Et puis elle est ultra rapide et très simple donc à utiliser. Alors il n'y a pas tout, il n'y a pas les certificats clients, il manque certaines choses, mais on retrouve le principal, donc la gestion des magasins de certificats, la gestion des autorités de certificats et bien sûr donc des certificats avec leurs applications. Bon, voilà comment ça se présente. Et ensuite, eh bien, quand on est sur donc rentrer sur un magasin de certificats, donc on va pouvoir gérer les applications comme vous voyez en haut, changer le mot de passe éventuellement donc, du magasin, et ensuite gérer les certificats avec des avantages assez intéressants, donc de pouvoir trier les certificats. Donc vous voyez par exemple ici, j'ai 3 certificats qui apparaissent en bas. On peut les trier par l'expiration, par le nom, par la type, par la clé. On peut faire des filtrages. Ici, on a choisi tous les certificats qui commençaient par QIB. Donc, une interface beaucoup plus agréable à utiliser. Vous voyez, il y a des couleurs différentes. Le premier certificat est expiré, donc il est dans une couleur différente. Là, on n'en avait pas dans l'exemple, mais ceux qui vont bientôt expirer seront aussi dans une couleur différente. Et puis, à chaque fois, vous allez pouvoir rapidement voir le détail. Il y a des infobulles quand vous passez le certificat dessus. Vous allez pouvoir ensuite, bien sûr, gérer pour certains les applications avec les certificats, renouveler les certificats, travailler sur de multiples magasins de certificats en parallèle avec des onglets différents. Ça, c'était assez pratique. On ne peut pas faire ça avec la nouvelle interface. Bon, voilà. Donc, une nouvelle interface pour la gestion sur DCM qui est assez agréable à utiliser et assez intuitive. La deuxième chose dont je voulais vous parler, donc ça concerne les collectes de droits par objet, donc en 7.4. En 7.3, on avait les collectes de droits par profil. Donc l'idée des collectes de droits, c'est on démarrait des collectes de droits par profil, on mettait donc le nom d'un profil, on lançait des applications, et ensuite on arrêtait la collecte de droits et on pouvait afficher donc les résultats de cette collecte de droits. Ça signifiait quoi? Ça signifie, d'ailleurs toujours, ça existe toujours, la possibilité donc de voir pour chacun des objets en fait donc d'une bibliothèque qui ont été donc collectés pendant le temps de la collecte, de voir en fait quels étaient les droits qui étaient nécessaires et strictement nécessaires pour accéder à cet objet, quels étaient les droits qui étaient donc de l'utilisateur. Ça permettait donc de savoir s'il n'avait pas trop de droits par rapport aux droits qui étaient strictement nécessaires, et de voir en fait quelle était la source de ces droits. Donc de savoir si ça provenait donc de droits publics, de droits privés, parce qu'il était hologique, parce qu'il était une liste d'autorisation, profil de groupe, etc., etc. Donc, ce qui est nouveau en 7.4 et qui n'existe qu'en 7.4, d'ailleurs, ce que je vais vous présenter juste avant, c'est valable non aussi qu'en 7.4, c'est la collecte de droits par objet. Puisque là, en fait, là, l'intérêt du jeu, c'est de dire pour un objet bien particulier, par exemple, en fait, des objets sensibles, donc des fichiers sensibles, donc sur lesquels on voudrait en fait voir quels sont les droits dans le cadre, par exemple, de la réglementation GDPR. Eh bien, on va pouvoir maintenant donc non pas faire ça par profil, mais par objet. Donc, on a une nouvelle commande qui s'appelle Change AUTCall, qui va permettre de spécifier justement sur quel objet on va pouvoir travailler. Et puis, ils ont modifié les commandes Start AUTCall, End AUTCall, etc., pour pouvoir faire une collecte non plus au niveau du profil, mais donc au niveau des objets. Une fois que la collecte est démarrée, qu'elle est lancée, qu'elle est arrêtée, et tant qu'elle n'est pas supprimée, bien vous allez pouvoir visualiser le résultat de ces collectes soit par l'interface graphique IBM Navigator Fiori, l'interface web, soit par des vues en fait du catalogue, des nouvelles vues SQL. Donc il y a des nouvelles vues en fait qui vont nous permettre de gérer les authority collection, donc les collectes de droits, mais sur les objets, donc par objet, par bibliothèque, sur les fichiers d'IFS, parce que quand on dit objet, c'est pas forcément dans Q6, ça peut être dans l'IFS, ça peut être aussi dans les dossiers, donc c'est pour ça qu'on voit les DLO. Voilà donc comment ça se met en place. On va faire un change AUTCall. Vous voyez ici, j'ai démarré une collecte de droits donc sur le fichier employé de la bibliothèque AS425F. On voit que c'est à la syntaxe IFS, donc ça veut dire qu'on pourrait en fait aller, on peut mettre des noms génériques, c'est pas forcément un objet, et ça peut être donc des objets qui sont en fait des fichiers qui sont dans des répertoires de l'IFS, donc de la racine de l'IFS.
Voilà. Ensuite, quand on va démarrer la collecte de droits, eh bien, donc dans l'écran qui est en bas, on fait un Start AUT Call. Et cette fois-ci, on ne choisit pas User Profile, qui est le premier paramètre, là, mais Objet AUT Call. Et puis une fois, donc après, donc on lance les applications. Donc la collecte se fait pendant un certain temps. Et une fois qu'on a terminé, on arrête la collecte et on va pouvoir donc visualiser. On l'a fait par l'interface SQL. Mais on va pouvoir visualiser quels sont donc les utilisateurs qui ont utilisé le fichier employé. Donc là, j'ai fait par une requête SQL sur la vue en fait, donc Authority Collection Object de Q6.2, en voyant donc le profil qui s'est connecté, les droits qui étaient requis et puis les droits existants, pour voir si on n'avait pas trop de droits par rapport en fait aux droits qui étaient requis, ce qui est le cas ici par exemple pour l'employé PB et d'ailleurs pour l'employé bourgeois, qui ont tous les deux tous les droits sur l'objet, alors qu'en fait on a le droit, bourgeois on a le droit on a besoin que du droit de lecture et du droit opérationnel. Et puis PB a le droit de lecture a besoin du droit de lecture et de mise à jour, mais ils n'ont pas besoin du droit d'existence ou du droit de modification de l'objet. Alors j'ai pas eu la place, mais on a aussi à droite, on pourrait mettre dans la requête bien sûr la source des droits pour savoir si ça provient de quelle source IBMI en fait des droits produits. Bon voilà, donc une collecte de droits par objet qui permet de surveiller, de collecter en fait les informations, quel que soit le profil cette fois-ci. Et puis la dernière nouveauté concernant la sécurité concerne donc les utilisateurs SST. Donc on a des nouvelles commandes SST. On a d'abord dans la première le change SST sec A, c'est ce qui permet en fait de modifier les attributs de sécurité des utilisateurs SST. Donc vous allez pouvoir indiquer les règles de composition des mots de passe à l'identique que celle que vous pouviez faire pour les profils IBMI. Donc vous savez, avec taille mini du mot de passe, nombre de chiffres adjacents, limiter les caractères adjacents, le nombre mini de chiffres, etc., etc. Donc les règles que l'on avait pour les profils IBMI, on peut les définir pour les profils SST. Et puis surtout, on a la possibilité de créer et de gérer des profils SST. Donc vous voyez CRT SST User, DLT SST User, Change SST User, etc., etc. Donc il permet de créer des nouveaux profils SST par d'une commande 5250 en indiquant, donc je l'ai pas mis ici, mais bien sûr le nom du profil, le mot de passe, etc. Et puis ensuite, eh bien les privilèges, c'est-à-dire quelles opérations seront autorisées pour ce profil SST, donc concernant le partitionnement, la gestion des disques, l'IPL, l'installation du système, les collectes de performance, les PTF microcode, etc., etc. Voilà, donc par des yes et par des no. Donc ça c'est par la création, et puis bien sûr derrière on va pouvoir les afficher, les modifier. Voilà, donc une gestion plus simple en fait des profils SST par la création de profils et la gestion de profils. Voilà, j'en ai terminé pour les principales nouveautés de la 7.4. J'avais quelques petits messages à vous faire passer, j'en ai pour 1 minute. Premier message, c'est que vous avez vu en fait tous les sites IBM qui étaient sur DeveloperWorks, la communauté DeveloperWorks, donc on modifie, les URL ont été modifiées, donc tout a basculé en fait pour des nouveaux sites. Donc le site IBMI Technology Update qui récapitule l'ensemble de toutes les nouveautés de la 7.3, 7.4 et puis des technologies refresh. Donc est sur un nouveau site, je vous ai mis l'URL ici. Et puis le site IBMI Developer, il a complètement changé aussi. Donc je vous ai mis l'URL ici. Voilà, donc un nouveau site, assez agréable d'ailleurs. Donc voilà, je vous ai mis les principaux points d'entrée. Les autres sites qui sont derrière ont changé, mais il suffit de partir de ces deux sites-là pour avoir les bonnes URL. Deux autres messages, il y aura 2 grands événements IBMI cette année. Au mois de juin, donc du 15 au 18 ou du 16 au 18, donc 2,5 ou 3,5 jours via le Common Europe Congress. Donc première fois que ce congrès Common Europe aura lieu en France. Ça se passera donc à IBM, dans le centre d'IBM, donc à Montpellier, au mois de juin. Donc avec tous les speakers de renommée internationale. Donc c'est vraiment l'occasion d'aller rencontrer en fait les speakers IBMI de renommée mondiale. Donc avec principalement des slides, des présentations en anglais, mais on aura aussi un track de sessions en français. On aura des executive days, donc des demi-journées spécifiques pour les DG, les CIO, CTO avec les membres d'IBM France et les membres d'IBM Monde. Voilà, ça se passe dans le centre IBM de Montpellier. Donc si vous ne connaissez pas, c'est
un centre assez intéressant. Il y a beaucoup de choses sur le futur, sur le quantique, sur l'intelligence artificielle, sur la robotique. Mais bien sûr, il y aura des sessions IBMI aussi, donc orientées développement, administration, performance, etc., etc. Donc, je vous encourage vraiment à venir en fait suivre cet événement-là. Et puis le deuxième événement, c'est l'université IBMI, hein, donc je suppose que vous connaissez, donc 2 jours gratuits. On l'a décalé au mois d'octobre, donc 7 et 8 octobre, majoritairement en français là, donc avec là aussi tout un ensemble d'acteurs. Hein. On avait 725 personnes l'an dernier, donc on espère vous y retrouver cette année aussi, les 7 et 8 octobre. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée et merci Dominique en fait pour ce premier webinaire commun avec Notos Idées Info. Je te donne, tu reprends la main, bon, je te redonne la main comme tu veux, mais bonne journée à vous. Je vais normalement récupérer la main. Absolument. Bon, ben c'est parfait. Donc, je vérifie juste quand même que vous avez bien mon écran. Vue du public. Voilà, parfait. Bien. Donc, les Active Directory sont omniprésents dans les entreprises. Hein. Si je compte parmi mes quelques centaines de clients, je crois que j'en ai 1 ou 2 qui n'ont pas d'Active Directory. Hein. Donc, l'AD est vraiment omniprésent dans les entreprises. Et il sert notamment à centraliser tout ce qui est authentification pour le monde de Windows et puis la gestion d'un certain nombre d'habilitations, les accès à la messagerie, les accès aux serveurs de fichiers, les accès à Internet, etc. Donc, une centralisation qui est quand même assez importante dans la sécurité ou pour la sécurité dans l'Active Directory. D'où les questions récurrentes. Comment peut-on s'appuyer sur l'Active Directory pour sécuriser tout d'abord les connexions à l'IBMI et ensuite les données et les applications de l'IBMI? L'idée, c'est d'avoir un centre unique de gestion de la sécurité et des habilitations dans l'Active Directory et même que les administrateurs AD s'occupent de toute la sécurité, pourquoi pas, de l'IBMI. Tout d'abord, on va avoir une problématique d'authentification. Et c'est grâce à un SSO, donc un Single Sign-On, que l'on va pouvoir gérer une authentification unique. Une seule authentification et accès à X systèmes ou applications derrière. Sur l'IBMI, on a la possibilité de monter un SSO avec l'Active Directory ou s'appuyant sur un Active Directory avec ce que l'on appelle EIM. L'authentification va être réalisée à un seul endroit, c'est l'Active Directory, ce qui va permettre d'avoir une vraie politique de mot de passe. On va voir qu'il y a un seul endroit où le mot de passe nous est demandé, c'est quand on rentre sur l'Active Directory, quand on allume son poste Windows, généralement. Donc, on va avoir, je répète, une vraie politique de mot de passe et on peut même avoir des méthodes qui vont compléter cette gestion de mot de passe et une authentification par carte à puce, par la biométrie, etc. Le but ou le principe, c'est que l'IBMI va faire confiance à l'authentification qui a été réalisée dans l'Active Directory. L'IBMI ne va plus s'occuper de l'authentification. Les mots de passe ne seront pas échangés, ça aussi c'est important, c'est pas une synchronisation de mots de passe, c'est vraiment une délégation de confiance. Seuls des tickets, on va voir que c'est des tickets Kerberos, cryptés qui vont être échangés. Les habilitations, ça c'est un deuxième niveau, c'est une couche au-dessus qui va permettre de définir ce que chacun a le droit de faire une fois qu'il est authentifié. Au niveau de Windows, ces habilitations sont gérées au niveau des groupes de sécurité de l'AD. Et donc l'idée, c'est de s'appuyer sur ces groupes de sécurité de l'AD pour gérer les habilitations IBMI. Donc, on va avoir une centralisation de la configuration, comme on l'a dit tout à l'heure. Plus de sécurité, plus d'organisation. Donc, quel est le principe du SSO avec EIM? Eh bien, on va faire une délégation de confiance, hein, comme notre gardien de prison qui délègue sa confiance à un temps plein.
Alors, je suis pas sûr que ce soit la même chose parce que j'ai l'impression que Rantablan, il délègue aussi sa confiance aux gardiens de prison. Bon, c'est pas souvent qu'on peut sourire de la sécurité. Merci à Tortillas pour les Dalton de Lucky Luke. Donc, le principe, c'est que l'authentification donc se fait au niveau de l'AD au point que les mots de passe des profils utilisateurs AS400 peuvent avoir un password anon, enfin que les mots de passe peuvent être à étoile non, c'est-à-dire que ce n'est pas l'IBMI qui va gérer les mots de passe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mot de passe, ça veut dire que c'est l'IBMI, enfin tout du moins que l'IBMI ne les gère pas. C'est une demande forte des auditeurs, souvent les commissaires à compte, qui veulent avoir une politique de mots de passe forte au niveau de l'IBMI. Alors, on se retrouve dans des cas un peu compliqués, c'est qu'on a une politique forte au niveau de l'Active Directory, on a une politique forte de mots de passe au niveau de l'IBMI. Les deux ne sont pas forcément cohérentes, donc l'idée, c'est de dire, grâce au SSO, on ne gère plus les mots de passe dans l'IBMI, il n'y a que l'Active Directory qui va les gérer. Donc, du coup, plus d'écran d'ouverture sur la session Telnet, notamment, où on nous demande le mot de passe, puisqu'on n'en a plus besoin. Fini les soucis d'accès à l'IFS avec des profils NetServer désactivés. Vraiment, le SSO règle toutes ces problématiques. C'est fiable. Alors, j'ai mis fonctionne depuis plus de 15 ans. Les premiers, je les ai mis en place en 2002. On est en 2020, donc vous voyez, ça fait 18 ans que ça tourne sans aucun souci. Et certains qui doivent m'écouter en ce moment ont une dizaine de milliers d'utilisateurs qui se connectent au quotidien. C'est dire si c'est du sérieux. Quand on va configurer le SSO, on va avoir deux niveaux à configurer. Tout d'abord, la couche Kerberos, qui est le standard de sécurité de Windows, et puis EIM au-dessus. Bien. La configuration de Kerberos va se faire au travers d'un assistant graphique, avec notamment Navigator Fori, qui est à privilégier aujourd'hui. Et cet assistant va gérer tout ce qu'il faut côté IBMI et va nous générer un fichier de commande qu'on va pouvoir rejouer dans l'Active Directory de manière à créer les comptes de service nécessaires. Alors, la configuration réseau doit être parfaite. La difficulté de la configuration du SSO, c'est qu'il faut comprendre le Kerberos, il faut comprendre DNS, il faut comprendre l'Active Directory, il faut aussi connaître l'IBMI. Donc, c'est assez sérieux comme configuration puisque il y a pas mal de protocoles à comprendre et à maîtriser. L'assistant est graphique, comme on le voit ici. On a 5 ou 6 fenêtres sur lesquelles on doit mettre quelques éléments de configuration. On doit cliquer sur suivant et au bout du compte, on a le fichier de commande qui est créé. Le fichier de commande, j'en ai un extrait ici, 2 lignes à chaque fois avec un DSADD et un KTPass pour créer un compte dans l'Active Directory et pour le rendre compte de service. Alors, on peut regarder sur une session Active Directory. Voilà, j'ai ici, donc, pour chacune des partitions, les comptes générés. Vous voyez que j'en ai entre 12 et 15 selon ce que je veux faire. Et moi, j'aime bien, pour chacune de mes partitions IBMI, créer dans une unité d'organisation quelque chose de propre qui me montre tous les comptes de service qui sont créés pour le SSO. Voilà pour la configuration côté Active Directory et côté IBMI. Au bout du compte, je vais avoir donc ma couche Kerberos qui va être opérationnelle et je dois définir au-dessus la couche EIM comme je l'ai défini tout à l'heure. Le but de la couche EIM, ça va être de définir des associations qui vont dire tel compte de l'Active Directory sur telle partition, il va être autorisé et il va se connecter avec tel profil utilisateur.
Hein, je vais avoir une sorte de mappage entre un compte AD qui fait peut-être plus de 10 caractères et un profil utilisateur sur une partition qui, lui, fait 10 caractères. Ça va être très souple. J'ai pas de loi du tout ou rien, c'est-à-dire que je peux avoir que 10% de mes profils utilisateurs qui sont SSO ou 90%. Et chaque utilisateur va pouvoir avoir accès à des sessions SSO ou des sessions non SSO. Je répète, j'ai beaucoup de souplesse à ce niveau-là. On va d'ailleurs au passage stocker toute cette configuration EIM dans l'annuaire LDAP de l'IBMI, hein, qui s'appelle IBM Tivoli Directory Server. Là aussi, j'ai un assistant graphique et j'ai 5 ou 6 écrans ou 7 ou 8 écrans, 7 ou 8 fenêtres qui vont me permettre, au bout du compte, de créer ma configuration EIM. Au bout du compte, je vais devoir créer des associations qui vont, comme je le disais tout à l'heure, me dire, eh bien, l'utilisateur DOMI, je le vois ici, en Kerberos, va ouvrir sur la partition Scorpion 9 une session avec le profil utilisateur des gates. Alors, on peut regarder ce que cela donne. Tout d'abord, on va regarder un SSO qui fonctionne, enfin, tout du moins, j'espère. Donc, j'ouvre ici une session sur le domaine avec un utilisateur qui s'appelle démonstration. Je vais double-cliquer ici sur mon émulation écran et ma session s'est automatiquement ouverte avec le profil utilisateur qui s'appelle démo. Alors, je vais regarder comment j'ai pu mettre en place cette configuration. Pour ça, je vais utiliser Navigator Fori que j'ai ici et je vais vous montrer donc comment je dois configurer une association avec Navigator Fori. Bon, je sais que Philippe Bourgeois écoute, donc je ne dirai pas de mal sur l'enchaînement des écrans, mais vous allez voir que c'est assez pénible. Donc, tout d'abord, je sélectionne le domaine. Je viens ici me connecter. Je me connecte avec mon identifiant et le mot de passe de l'annuaire LDAP de l'IBMI. OK, je suis bien connecté. Je vous le fais en temps réel pour que vous voyez comme c'est pénible. Je viens ouvrir mon domaine Active Directory et je viens créer un nouvel identificateur. Je vais l'appeler démonstration webinar. Je valide. Une fois que j'ai validé, je vais pouvoir créer les associations. Et je vais dire par un add que sur l'Active Directory, qui est chez moi notos.beaulieu, OK. Si je me connecte avec le compte que je vais appeler webinar, c'est une source. OK. Donc, j'ai créé ici ma source qui définit comment je vais me connecter. Je vais maintenant définir la cible et je vais dire que sur ma partition Scorpion 9, je me connecte avec l'utilisateur cible. Voilà, et c'est bien une cible. OK. OK, j'ai défini une association. Je dois encore valider ici. Et en venant sur ouverture, je vais pouvoir valider les 3 comptes que j'ai aujourd'hui, démonstration que j'ai utilisée tout à l'heure. Si je regarde ses propriétés, si je viens sur association, je vois que si je me suis connecté sur mon Active Directory en démonstration,
Sur ma partition Scorpion 9, je vais me connecter en démo. C'est bien ce que j'avais tout à l'heure lorsque j'ai ouvert ma session 5250. Je vois que c'est quand même assez laborieux. D'où l'idée de créer un environnement un peu plus efficace. Ça va être le logiciel Addict. Peut-être avant d'aller plus loin, il faudrait voir tous les services qui sont supportés par le SSO. C'est tout ce qui est en gros ACS Client Access, c'est-à-dire l'émulation écran, ODBC, JDBC, le transfert de fichiers. Tout ce qui est partage de fichiers Windows, la fonction Net Server, où là c'est très efficace. Le serveur web de l'IBMI, les serveurs FTP, etc. Donc, j'ai tout un tas de fonctions qui sont supportées ou qui supportent le SSO. Alors, j'ai le mais, hein, donc on a vu que l'interface graphique de navigateur Fori est lourde et peu efficiente. Si j'ai 1000 utilisateurs à créer de cette manière, vous avez vu que j'ai une bonne quinzaine de clics de souris pour créer une association, donc pour un utilisateur, pour une partition. Si j'ai donc un millier de comptes sur X partitions, je ne peux pas m'en sortir. Les réplications sont non opérationnelles. Étant donné qu'on s'appuie sur l'URL DAP de l'IBMI, tout ce qui est journalisation, enfin tout ce qui est logiciel de réplication qui s'appuie sur la journalisation ne prend pas en compte l'URL DAP de l'IBMI. Donc, ça ne marche pas. Et je ne peux pas faire de la réplication, on va dire, au niveau objet, puisque l'URL DAP est toujours verrouillé. Donc, je ne peux pas y accéder. Donc, les outils de réplication ne fonctionnent pas. J'ai pas d'importation en masse, j'ai pas de duplication des associations entre partitions, j'ai aucun outil d'analyse qui me permet de savoir si dans ma configuration, les profils existent, etc. Donc, vous voyez qu'il manque une couche d'industrialisation de ce SSO, et c'est ce qu'apporte Addict pour AD2E Communication Tools. Donc, Addict, c'est une solution que nous avons développée qui va nous permettre bien de saisir en masse des identifiants, notamment à partir d'un CSV, d'une table, on va le voir, qui va permettre de faire de la réplication entre systèmes, qui va permettre de faire de l'import-export, etc. Donc, on va le voir très rapidement, puisque je sais que le temps passe. Alors, je vais vous le montrer tout d'abord à partir d'un écran vert. Pour moi, c'est le plus efficace. Vous allez voir comme c'est efficace. Je fais un 8 ici. Je vois tous les comptes qui sont créés. Je vois visuellement, donc, j'ai ce grand rectangle blanc ici. Ça montre que la source n'a pas été affectée. Donc, je vois que j'ai un souci. Je vois que cible ici, elle apparaît en rose. Et bien, ça veut dire que le profil utilisateur correspondant n'existe pas. Donc, vous voyez que visuellement, je vois les soucis qui peuvent se produire si j'ai des sources en double, ce qui n'est pas possible, hein, puisque je ne peux pas avoir deux fois la même source citée. Voilà quelques exemples assez opérationnels. Ici, je suis sur une autre machine avec des comptes. Je voudrais exporter les comptes de cette machine pour les réimporter sur l'autre partition. Ben, c'est simple, hein, je vais faire un 6, exporter. Je vais le mettre dans QTemp, dans un fichier que j'appelle export, pourquoi pas. Je fais entrer, mon export est réalisé. J'aurais eu 1000 ou 10 000 comptes, c'était à peu près aussi rapide. Hein. Je vais maintenant les intégrer par une option 9 dans cette partition. Il se souvient que j'ai fait un export sur ce fichier. Je fais entrer et si je viens voir maintenant directement ici, je vois que le compte de Dominique Gate et Yann-André Rodrigue ont été importés directement. Je vois d'ailleurs que j'ai un petit souci ici puisque le compte des Gates, il apparaît 2 fois comme cible. Alors, ça peut être volontaire. C'est juste un petit warning qui me dit attention, est-ce que c'est normal? Donc, vous voyez qu'en termes d'import, c'est quand même assez efficace. Je vais même aller plus loin. Je vais faire un compte ici directement
à partir d'un fichier de l'IFS, d'un fichier Excel. Je vais mettre un A ici pour import et je vais aller chercher dans /home /degate /président.csv, un fichier CSV. J'ai laissé les en-têtes, alors je vais dire oui, il ne faut pas prendre la première ligne en fait. Je fais un F6 import, si je viens ici, je vais voir que maintenant, j'ai importé un certain nombre de présidents de la République à partir de mon Active Directory. Bien sûr, ils ne sont pas encore présents comme profil utilisateur. J'aurais pu au passage demander à créer automatiquement tous les profils utilisateurs. Hein, c'est des fonctions qu'on a données à partir à des administrateurs de l'AD, de pouvoir créer directement, pourquoi pas, les profils utilisateurs IBMI par du PowerShell, pourquoi pas. Donc, vous voyez que ces interfaces d'administration sont très efficaces, très rapides. Alors, je vous ai dit qu'on était les champions de la modernisation. Donc, vous êtes en train de vous dire, il nous montre un écran vert. Donc, j'aurais pu vous montrer ici notre application. Donc j'espère que ça apparaît directement. Voilà, ça c'est l'équivalent de toutes les partitions que j'avais tout à l'heure. On a travaillé sur Scorpion 9 et je peux ici lister tous les comptes qu'on a vus précédemment et que je viens d'importer. Hein, tous les présidents de la République que je viens d'importer, on les voit ici en graphique. Donc, au choix, on a l'interface écran vert, on a l'interface graphique. Voilà pour cette partie. Je vais continuer rapidement dans ma présentation. Je donne un peu de rythme, hein, c'est pour essayer de rester dans le timing, parce que je sais qu'à midi, tout le monde va nous quitter et va préférer aller gagner sa table favorite plutôt que de m'écouter. Alors, je passe à la suite qui est maintenant la partie habilitation IBMI basée sur l'AD. Hein. Donc, on a vu que là, on avait le SSO et puis Addict qui va nous permettre de gérer facilement la délégation des mots de passe dans l'Active Directory. Maintenant, je voudrais aller un peu plus loin. Je voudrais que la sécurité de mes applications et de ma base de données s'appuie sur l'Active Directory. La question donc qu'on me posait souvent, que me posaient souvent les DSI, mais moi je voudrais que mon Active Directory me permette de sécuriser les données, les applications IBM. Je voudrais avoir un seul endroit à gérer, un seul endroit à contrôler, c'est l'Active Directory. Et bien sûr, toutes ces habilitations vont être réalisées au travers des groupes de sécurité de l'AD. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui disent « c'est pas possible, il ne peut pas y arriver ». Ça, c'est pour que vous restiez jusqu'au bout. Alors, il y a quelques problématiques à gérer. Tout d'abord, c'est qu'il faudrait que mes programmes IBMI aillent chercher dynamiquement les groupes de sécurité de l'AD auquel appartient, alors non pas un profil utilisateur, mais le compte AD associé à ce profil utilisateur. Donc, rien de trivial. Et puis, il faudrait que la sécurité mise en place côté IBMI soit compatible avec ces groupes de sécurité que l'on vient d'évoquer. Donc, c'est la D-Security for Euphorie qui est une composante de notre produit Addict qui va nous permettre de faire ça. Donc, on va récupérer en temps réel les groupes de sécurité d'un profil utilisateur. Alors, on est bien d'accord, le profil utilisateur, il n'a pas de groupe de sécurité dans l'AD, c'est le groupe de le profil utilisateur AS400 qui est associé à un compte AD qui, lui, a des groupes de sécurité. On va même proposer un générateur de menus
basé sur les groupes de sécurité de l'AD, c'est-à-dire que le profil utilisateur, quand il va rentrer en session, il va avoir un menu constitué dynamiquement à partir de ces groupes de sécurité. Bien sûr, il faut que vos applications soient bien constituées, notamment qu'il n'y ait pas de ligne de commande dedans, hein, que le menu initial soit sécurisé, c'est-à-dire qu'il ne donne vraiment à l'utilisateur que ce qu'il a le droit de faire. Alors, bien sûr, pas de profil utilisateur au LOBJ. Bon, je sais qu'il y en a qui baissent la tête, je vous vois là directement. Donc, il va falloir proposer à une sécurisation de la base de données. Voici l'organisation que je vous propose. Lors de l'ouverture de session, sur un écran vert notamment, il va falloir récupérer le compte AD associé au profil. Il va falloir aller interroger l'AD pour récupérer les groupes de sécurité correspondants et récupérer tout ça dans le programme. Ça, c'est une des composantes, une des fonctions qui vous est proposée par Addict. Ensuite, une fois que vous avez ces informations dans votre programme, vous allez pouvoir constituer votre menu en fonction des groupes de sécurité qu'on vous a ramenés. Donc, soit vous avez des menus qui sont organisés et qui vont pouvoir récupérer ces informations, soit vous allez utiliser la composante dynamique d'Addict qui vous propose des menus constitués à la volée en fonction de ce qu'on a récupéré dans l'AD. Il n'y a plus qu'à afficher le menu directement aux utilisateurs concernés. Alors, la sécurité de la base de données, idéalement, elle doit être avec des droits publics étoile exclude. Oui, je sais, vous baissez les yeux, je vous vois. La plupart des audits de sécurité que je fais, et Dieu sait si j'en fais, me montrent que 80% des IBMI sont totalement non protégés. C'est-à-dire avec des droits publics au niveau de la base de données, au moins à étoile change. Hein, ça veut dire que ça donne des droits permanents aux utilisateurs de modifier tous les enregistrements de la base de données. Bon, le propriétaire, lui, doit avoir les droits étoile all, et éventuellement, il faut gérer quelques cas pour ceux qui font un accès direct, c'est-à-dire qui font de l'ODBC directement, auquel cas ces gens-là peuvent avoir des droits uniquement étoile use. Voilà comment je considère la base de données. Droit public étoile exclude, le propriétaire étoile all et quelques personnes qui éventuellement sont attachées à un groupe que j'appelle lecteur souvent, qui ont un droit étoile use sur la base de données. C'est-à-dire que je ne veux pas de droit permanent sur la base de données. Alors vous allez me dire, oui, mais comment ils font pour lancer les applications et faire le job? Eh bien, on va passer par de la délégation de droits. C'est-à-dire que les applications vont utiliser la délégation de droits, vont être, comme on dit d'habitude, compilées en owner. On n'a pas besoin de recompiler les programmes, hein. Souvent on peut juste faire un change PGM. Et il ne faut pas le faire sur tous les programmes, il faut le faire que sur les points d'entrée, c'est-à-dire que sur le programme initial, que sur les points d'entrée des batchs. Et l'organisation de l'IBMI est fait en sorte que derrière, tous les programmes vont s'exécuter avec les droits du propriétaire du programme, qui idéalement est aussi le propriétaire de la base de données. Donc, on a une possibilité pour sécuriser sérieusement vos bases de données. Alors, en général, je demande qu'on m'enferme pendant 5 jours avec une partition qui est une copie de la prod. Et pendant 5 jours, je mets en place la sécurité correcte qui s'appuie sur la délégation de droit. On documente tout ça. On rejoue généralement ça sur une partition de recettes. Et quand tout fonctionne comme il faut,
on est capable de mettre en place tout ça sur une partition de production. C'est pour moi la seule manière de protéger effectivement une base de données qui n'a pas été protégée pendant 10, 20 ou 30 ans. Bien, au bout du compte, on a une base de données qui est sécurisée. Avec Addict, on a une sécurisation correcte des applications, alors à partir de l'Active Directory. On n'est pas obligé d'utiliser l'Active Directory pour sécuriser comme il faut la base de données. Hein. Indépendamment de l'Active Directory, il faut protéger votre base de données. Addict et ce que l'on a vu jusque-là, c'est la sécurité sur le gâteau, c'est la cerise sur le gâteau. Bien. Donc, l'idée d'Addict, eh bien, on peut voir un peu ce que ça donne. On a vu déjà pour notre utilisateur tout à l'heure que grâce au SSO, il accède sans avoir à taper un identifiant mot de passe. Je vais le refaire peut-être. Donc, je suis ici sur Scorpion 9, ma partition. Voilà. Elle s'ouvre et sans avoir à taper de mot de passe, je me suis retrouvé logué avec le profil démo avec un certain menu. D'ailleurs, si je me connecte sur une autre partition, je vais me connecter toujours avec probablement démo, c'est bien le cas. Par contre, vous voyez que j'ai un autre menu. Alors, comment cela s'est fait? Je vais revenir sur mon Active Directory. Je suis désolé, je passe d'un écran à l'autre. Et je viens ici sur mes utilisateurs. Je vois mon utilisateur démonstration sur lequel j'étais logué précédemment. Et je vois qu'il fait partie de deux groupes de sécurité, responsable des services financiers du groupe Notos et Démo Addict. Pardon. Voilà. Il suffit que je l'enlève de responsable des services financiers. Vous vous souvenez, alors peut-être je pourrais vous remontrer cet écran. Il est ici, par exemple, sur Scorpion 9, vous voyez que j'ai 8 options qui sont définies ici. Je vais dans l'AD le supprimer du groupe responsable financier. J'applique. Hop, je l'ai manqué, pardon. Voilà, je reviens ici, donc je vais fermer ma session, ou alors non, je vais faire tout simplement déconnexion, connexion. Et là, il se retrouve uniquement avec 4 options de menu. Donc, vous voyez que grâce à mes habilitations de l'Active Directory, si je ajoute le groupe responsable ici, qui est appliqué, je vais voir que par une simple déconnexion, reconnexion, voilà, je vais me retrouver ici avec un menu qui contient ces 8 options. Donc, vous voyez l'aspect dynamique. J'ai bien mes applications qui sont sécurisées par les groupes de sécurité de l'Active Directory. Grâce à Addict et à ses différentes fonctionnalités, un administrateur de l'Active Directory est capable de créer un compte AD. En même temps, il est capable de créer le profil utilisateur sur la partition ou sur les partitions concernées. L'administrateur va associer ce compte à des groupes de sécurité. Il va donc lui attribuer des habilitations
qui vont se traduire par des options de menu directement disponibles quand il va se connecter. Bien sûr, les associations vont se mettre en place directement dans le SSO entre le compte AD qu'il est en train de créer et les différents profils utilisateurs sur les différentes partitions. Donc, vous voyez qu'en quelques secondes, un administrateur de l'Active Directory est capable de construire une sécurité, des habilitations, uniquement à partir de son interface habituelle, en passant éventuellement par du PowerShell. Donc ça me semble extrêmement efficace sur le plan de l'organisation et de la centralisation de la sécurité. Donc voilà notre produit Addict. Vous avez vu ces différentes fonctionnalités, à la fois uniquement pour la partie SSO pure. Il permet vraiment d'industrialiser le SSO. Et ensuite, il permet d'avoir un lien plus étroit avec les groupes de sécurité de l'IBMI et permet à l'administrateur de l'Active Directory d'agir sur la sécurité et les habilitations côté IBMI, sur X partitions, bien sûr. Addict, c'est tout d'abord un produit avec des programmes utilisables clés en main, mais c'est aussi des programmes de services, des procédures et des fonctions que vous pouvez intégrer dans vos applications. Si vous avez un générateur de menus qui est déjà assez abouti, vous pouvez utiliser uniquement nos programmes de services et nos fonctions qui vont pouvoir aller chercher les groupes de sécurité au bon moment dans l'AD. Et puis, c'est toute une méthodologie, notamment en termes de sécurité. Pour nous, il s'agit de vous assister complètement sur ces projets, c'est-à-dire sécurisation de la base de données. Pourquoi pas formation de vos collaborateurs aux nouvelles méthodes et organisations qu'on vous propose de mettre en place. Et puis, bien sûr, on peut les déployer avec vous. Voilà, je pense avoir respecté les délais. Vous pourrez me poser des questions offline, je pense. Vous allez recevoir un mail qui va vous permettre de télécharger cette présentation. Je vais intégrer dans cette présentation des copies d'écran de la démonstration que nous vous avons faite. Bien sûr, moi, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions techniques et nos commerciaux restent à votre disposition pour avancer sur toutes les questions commerciales que vous pourriez avoir. Je vous remercie de votre écoute. Vous avez été nombreux à nous rejoindre. C'est une grande satisfaction pour moi et j'espère à très bientôt.